Bonjour, nous poursuivons notre itinéraire sur les grandes batailles qui ont fait la Bretagne à Bain-sur-Oust. Ici, le 22 novembre 845, les troupes du duc de Bretagne Nominoé affrontèrent celles du roi de France, Charles le Chauve. Le combat fut si rude que l'on dit que le ruisseau fut rouge de sang. Au Moyen-Âge, pour raconter les combats, les scribes suivaient les troupes et les soldats. Ils étaient sur les champs de bataille et entendaient les cris, les bruits des épées. Mais ils ne rentraient pas toujours des guerres. De la bataille de Ballon, on ne sait rien, ou presque. Seuls 3 textes de l'époque évoquent le combat. Les annales de Saint-Bertin, celles de Fontenelle et les chroniques de Nantes. On ne sait absolument rien sur le déroulé précis de la bataille. Tout ce qu'on apprend des sources primaires dont nous disposons, c'est le lieu de la bataille, Ballon, que les Bretons sont victorieux et la date, le 22 novembre 845. Ce que l'on sait en revanche, c'est qu'en ce 9e siècle, les relations entre le royaume franc et les Bretons sont compliquées. Nominoé s'est soumis à Charlemagne, mais quand son petit-fils Charles le Chauve arrive sur le trône des Francs, le duc de Bretagne prend ses distances. Il y a toujours eu une animosité entre les terres bretonnes et le royaume franc. Cette animosité, elle vient en partie du fait que les Bretons revendiquent d'avoir eu des rois avant le royaume de France. Le fait d'avoir eu des rois leur donne le droit notamment, par exemple, de frapper leur monnaie, de ne pas suivre un certain nombre de décrets royaux. Les escarmouches entre Francs et Bretons se multiplient. Le roi de France décide de faire passer aux Bretons ses idées d'indépendance et marche sur la Bretagne. Le 22 novembre 845, près du monastère de Ballon, il affronte Nominoé et est battu. Alors c'est probablement ça qui donne une certaine ampleur à la bataille, c'est la présence de Charles le Chauve sur le site de Ballon, ce qui va permettre de rendre cette victoire bretonne bien plus belle puisque le roi de France est présent à ce moment-là. On a battu le roi, on n'a pas simplement battu ses armées. Un traité de paix qui reconnaît l'indépendance de la Bretagne est signé. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Mais puisque Nominoé l'a emporté, que le duché s'est libéré du Jouffran, il faut le dire, le raconter. En 1540, quand Bertrand d'Argentré écrit l'histoire de la Bretagne, il mêle les récits de plusieurs assauts. Il faut du sang, des larmes, le mythe prend la place de l'histoire. On passe des sources primaires où nous n'avons aucun chiffre sur les hommes ayant participé à la bataille à des chiffres comme 20 000 soldats du côté breton et entre 35 et 40 000 du côté français, des soldats bretons acrobates, des lancers de javelot, une bataille totalement épique. On aurait des soldats qui s'enfoncent dans les marais, une eau devenue rouge de sang, des milliers de personnes qui meurent. Pendant des siècles, la légende va poursuivre son chemin. La bataille de Ballon devient l'acte de naissance d'une Bretagne libre et indépendante qui va durer 7 siècles. Nominoé est alors considéré comme le Tadarvro, le père de la patrie. Elle est utilisée par les contemporains de la bataille, mais également jusqu'au XXe siècle par les nationalistes bretons. Les nationalistes en font une figure mythique de libération de la Bretagne du joug français. On ne saura peut-être jamais ce qui s'est vraiment passé à Ballon, mais les récits faits de la bataille serviront sans doute à comprendre la manière dont on a écrit l'histoire de la Bretagne. Il y a 1000 façons de raconter une bataille. Les historiens le savent. En choisissant un personnage, un lieu, on peut construire toutes les légendes. L'événement historique peut être raconté de façon brute. Il s'est passé à tel moment, à telle heure, à tel endroit, et ça s'est terminé de telle façon. Après, on constate que rapidement, pour des raisons en général politiques ou de propagande, d'idéologie, ces événements historiques peuvent être réinterprétés, resitués dans un contexte particulier ou sortis de leur contexte, selon le message qu'on veut leur donner. Vers 1888, des petites croix furent érigées sur le site des combats. Des Bretons ont toujours eu à cœur de commémorer cette bataille. L'an dernier, l'association Poelgor-Guel-Ballon a fait construire un monument pour que l'on se souvienne de ce qui s'est passé ici. Depuis très longtemps, des gens se sont réunis ici en se souvenant par la tradition orale, par la mémoire populaire, qu'une bataille importante avait eu lieu
et qu'elle avait permis à la Bretagne d'exister. Nous, ici, habitants de Bain-sur-Oust, on se sent un petit peu dépositaire de cette histoire, de cette mémoire. Et on s'est dit que faire une commémoration annuelle gentiment ici à quelques-uns, c'était bien, mais faire un vrai monument qui frappe les esprits, c'était quelque chose qui pouvait être envisagé. Vous comprenez que cette histoire, elle soit si mal connue et qu'elle ne soit pas enseignée? Quand on amène ici des élèves de CM2 et qu'on leur dit voilà, le petit-fils de Charlemagne est venu ici, il s'est fait battre sur le terrain, et que le vainqueur a été considéré, en tout cas son fils Erispoé, comme un roi, que les ducs de Bretagne avaient un pouvoir et une richesse qui était comparable à un certain nombre de royaumes d'Europe, ça éclaire l'histoire de façon quand même un petit peu plus mémorisable. Et alors, ce monument, il est symbolique. Le bouclier de métal que vous voyez derrière représente Nominoé à cheval. Nominoé vainqueur, entouré de ses soldats. Il est entouré de javelots de bois. Et puis les soldats francs étaient sur des chevaux lourds, pesants, lourdement harnachés. Et ceux-là, ce sont des palis de schiste qui le représentent. Et ils s'inclinent en face de Nominoé. Il y a une symbolique qui se déroule sur le terrain ici. Les légendes et l'histoire ne font pas toujours bon ménage de cette bataille de Ballon. On ne sait donc presque rien. Mais les historiens ont beau écrire et écrire encore, lorsque la fable est plus belle que l'histoire, les gens ne retiennent que la fable.